M- Messieurs les ministres, je salue au passage Mme Schiappa qui nous a quittés, Mesdames les rapporteurs, Messieurs les rapporteurs, oui, mais c'était pas du tout ironique, c'était pour la saluer réellement. Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, nous avons cherché en vain dans ce projet de loi l'équilibre du discours des Mureaux prononcé par le Président de la République le 2 octobre 2020. Plus personne ne s'en étonne. Le Président, qui se prétend de droite et de gauche, marche finalement sur la seule jambe qu'il n'ait jamais eue, sa jambe droite, celle qui confond autorité avec autoritarisme, fermeté avec fermeture. Non, nous ne cédons pas à la facilité qui se contenterait d'une société dans laquelle chaque communauté cohabiterait, même pacifiquement, côte à côte, sur un modèle anglo-saxon perpétuant des différences de droit. Nous préférons créer les conditions du rassemblement où peuvent s'exprimer toutes les croyances. Dans notre cité républicaine, la seule loi qui vaille est celle que les femmes et les hommes se donnent à eux-mêmes. La laïcité ne consiste pas à nier la quête spirituelle chez l'être humain, mais à refuser au nom de l'unité et de la liberté le statut politique dominateur que conférerait l'ascendant d'une religion sur la puissance publique. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'écart entre l'idéal républicain proclamé par le Président de la République et ce projet de loi. Non, l'exécutif ne peut pas dire, comme Aristide Briand en son temps, que ce texte est une loi de liberté. Sur le plan économique, les preuves d'ultralibéralisme de ce gouvernement ne sont plus à démontrer, certes. Mais sur le plan des libertés, en revanche, nous ne voyons qu'un affaiblissement de nos conquêtes les plus chères. Cette loi est une loi de contrainte, une addition de mesures d'ordre public, nouveaux délits au pénal, contrôle des associations, fermeture des lieux de culte. Un tiers des articles du texte instaurent des procédures de contrôle et plus d'un quart définit des peines d'emprisonnement. Même le défenseur des droits vous en fait le reproche. Sont pourtant concernées la loi de 1905 sur la laïcité, la loi de 1901 sur les associations, les lois de 1882 sur l'éducation, la loi de 1881 sur la liberté de la presse, déjà abîmée par le fameux article 24 de la loi de sécurité globale. Certes, des avancées importantes sont faites en faveur du droit des femmes, je vous en donne acte. Mais pour le reste, c'est une loi de contrôle, de police, de répression. Ce n'est pourtant pas en réglementant les cultes à l'excès qu'on parviendra au but. La laïcité, mes chers collègues, n'est pas l'ennemi de la religion. C'est un cadre, c'est une liberté. La liberté de croire ou de ne pas croire, c'est affirmer avec Hugo que l'État doit être chez lui et l'Église chez elle. Dès que nous sentons l'expression d'une prétendue laïcité de combat contre la religion et non contre le fanatisme, nous la combattons. Dès que la religion est manipulée par des intégristes qui ne souhaitent pas que les convictions de leurs coreligionnaires soient compatibles avec la République, nous la combattons également. Mais pour la combattre, il ne suffit pas d'employer la contrainte. L'exposé des motifs de ce projet de loi énonce, je cite, « La République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps ». Je ne suis pas fin psychologue, mais croyez-vous que l'adhésion s'obtienne à coups de boutoir? Je ne le crois pas. Il nous faut convaincre et non multiplier d'absurdes prohibitions. L'universel doit se désirer. Nous regrettons que ce projet de loi ne traite que des conséquences du phénomène de radicalisation et non les causes. Le phénomène dont nous parlons dépasse la question économique et sociale, mais elle n'est pas hors du social. Il y a un séparatisme prêché par des religieux radicaux. Il y a un séparatisme aussi créé par le sentiment d'abandon de certains territoires. Le premier se nourrit d'ailleurs du second. C'est pourquoi un double mouvement est nécessaire. Lutter contre le rejet de la République, mais aussi lutter contre le rejet dans la République. Derrière Jaurès, nous disons que les combats laïques et sociaux sont indissociables pour nous socialistes. Le président de la République a pourtant dit, je cite, « Partout où la République ne donne plus d'avenir, n'attendez pas que ses enfants l'aiment malheureusement. » Mais quel avenir propose-t-il? Rêver de devenir millionnaire, traverser la rue pour trouver un travail et s'acheter un costume. Le fameux ruissellement est resté, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, une réelle chimère. La contestation de la République se nourrit de ces signes d'hostilité et de relégation qu'adresse l'État.
Il faut s'interroger sur le fait qu'une partie de nos concitoyennes et de nos concitoyens, une infime partie, rappelons-le, se détourne de notre modèle de société aussi facilement. Les discours hostiles à la République prospèrent le plus souvent dans des quartiers ghettoisés, là où nous avons construit notre propre séparatisme, là où se concentrent la misère et la déréliction, des quartiers où la promesse républicaine n'est pas tenue, des quartiers où recule le service public, où ce recul laisse place à des organisations privées, parfois religieuses. La question n'est plus de savoir s'il faut moins d'État ou mieux d'État, un peu par-ci, moins par-là. Non, il faut plus d'État, beaucoup plus d'État, partout dans son rôle providentiel. Il n'y a rien dans ce projet de loi sur le volet social. Rien n'est là pour lutter contre les discriminations, pour renforcer le tissu associatif, notamment l'éducation populaire, fragilisée par la suppression des emplois aidés au début du quinquennat. Rien sur l'emploi, le logement ou la politique de la ville, rien sur les services publics en tant que tels, ni sur le déficit de cohésion territoriale, rien sur nos structures d'accueil, ni sur l'évolution de notre modèle d'intégration, rien qui, en somme, ne correspond à notre conception de la concorde civile. Ce n'est pourtant pas faute pour le gouvernement de l'avoir maintes fois promis. Nous partageons pourtant le diagnostic. Il existe un problème que nous ne nions pas. Oui, il y a des réseaux religieux qui s'infiltrent de façon organisée dans la société, en France et dans une partie du monde. Un projet politico-religieux qui conteste nos valeurs démocratiques. Un projet qui vise à persuader certains de nos concitoyens de se soustraire aux lois de la République. Cela peut se manifester par la déscolarisation des enfants, par une communautarisation de pratiques sportives ou associatives en général, par des démonstrations de foi à l'intérieur d'entreprises, même chargées d'une mission de service public. Malheureusement, nous aussi, comme vous, nous le constatons, messieurs les ministres. Nous connaissons le visage du fanatisme. Ma famille politique n'a jamais fait preuve de complaisance ou de compromission lors des attentats qui ont émaillé le quinquennat précédent. Mais nous acceptons que le défi reste encore à relever, sans angélisme, sans amalgame, sans ambiguïté, face à ces forces centrifuges. Alors oui, certaines dispositions auraient pu emporter notre adhésion. Des sanctions plus sévères ou des mécanismes de contrôle plus efficaces des financements peuvent produire des effets bénéfiques. Mais pas seuls, pas seuls. Ce n'est pas comme cela qu'on confortera les principes de notre République. Il est facile, à l'approche d'échéances électorales importantes, de ressusciter les passions tristes. En pénétrant sur le terrain du séparatisme, le président de la République veut apporter la preuve qu'il lutte concrètement, qu'il n'est pas naïf. Il est vrai qu'il est régulièrement accusé par la droite et l'extrême droite d'en faire trop peu sur le sujet. Moi, je ne sais pas si l'extrême droite se ramollit ou si le gouvernement s'affermit. Toujours est-il que sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, on ne distingue plus guère la copie de l'original. Après la vaine polémique sur l'ensauvagement supposé de la société française, les rayons halal dans les supermarchés, le floutage des interventions de police et un essai personnel parsemé d'approximations historiques, voici revenu, monsieur le ministre de l'Intérieur, avec tambour et trompette, pour expliquer aux électeurs de droite que le bulletin Macron sera plus utile que celui d'un candidat LR face à la candidate du Front national. Monsieur le ministre, serait-il d'obédience sondagière ? Avec vous, monsieur le ministre, les choses sont simples, finalement. Soit on est contre le terrorisme, soit on est pour l'islamo-gauchisme. Comme il doit être reposant de voir les choses à travers cette vision binaire et simplificatrice. Nous ne souhaitons pas participer à cette hystérisation du débat. Nous ne céderons pas à la facilité qui consiste à utiliser des abstractions pour frapper les esprits dans une période où la politique est dominée par des objectifs de communication. Tel est le sens de cette question préalable déposée par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Et en conséquence, mes chers collègues, je vous laisse méditer cette phrase de Clémenceau, prononcée ici même à ce plateau le 9 avril 1916. Il est inutile de demander une loi pour avoir l'air de vouloir faire ce que l'on aurait pu faire jusqu'à présent sans aucun texte nouveau. Je la répète pour bien l'entendre, j'ai encore un peu de temps. Il est inutile de demander une loi pour avoir l'air de vouloir faire ce qu'on aurait pu faire, je pourrais même dire ce qu'on aurait dû faire jusqu'à présent sans aucun texte nouveau. Mes chers collègues, je vous invite à voter cette question préalable.
Parfait.